Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on aborde un sujet fréquent mais souvent tabou, l'éjaculation prématurée. Beaucoup de personnes, d'après nos sources, ressentent une vraie insatisfaction, parfois même une détresse liée à ça. Notre mission, comme d'habitude, comprendre ce trouble, ses causes et surtout les solutions possibles, à partir des infos qu'on a. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que ce n'est pas juste, disons, être un peu rapide une fois de temps en temps, ça arrive. Non, effectivement. On parle d'une éjaculation qui arrive vraiment trop tôt et de façon systématique. Les définitions cliniques pointent souvent vers moins de 1 à 3 minutes après le début de la pénétration. D'accord. Et surtout, il y a cette incapacité à retarder l'éjaculation et une vraie souffrance personnelle associée. C'est ça qui fait le diagnostic. Paraît plus tard, après une période où tout allait bien. Il y a aussi la forme variable naturelle. Bon, là c'est plus occasionnel. Mais le cas le plus fascinant, je trouve, c'est la pseudo-éjaculation prématurée. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, là, la personne est persuadée d'être précoce. Elle en souffre vraiment. Alors qu'en fait, son temps avant éjaculation est tout à fait normal, voire long. On parle de 5, 10, parfois même 20 minutes ou plus. Incroyable. Mais alors, d'où vient la souffrance ? Des attentes irréalistes, probablement. Pression sociale. Peut-être des images véhiculées par les médias. Une méconnaissance de ce qu'est une durée normale. Ça montre bien l'impact du psychologique et du culturel. C'est fou. Et en termes de fréquence, ça touche beaucoup de monde ? Les chiffres varient, mais oui, c'est fréquent. On parle potentiellement de 20 à 30% des hommes qui pourraient être concernés selon les critères cliniques. Les autodéclarations donnent parfois des chiffres encore plus hauts. D'accord. Et alors, justement, d'où ça vient ? Quelles sont les causes identifiées dans les sources ? Alors c'est là que ça devient complexe. C'est multifactoriel en fait. Il y a tout un pan psychologique. L'anxiété, j'imagine ? Oui, beaucoup. L'anxiété de performance notamment. C'est cette peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. On stresse, donc ça arrive plus vite. Et du coup, on stresse encore plus la fois d'après. Logique implacable, malheureusement. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Le stress en général, un état dépressif, des expériences sexuelles passées un peu difficiles, ou même des problèmes dans la relation de couple peuvent jouer un rôle. Et il n'y a pas que le psychologique, c'est sonnet. Les sources mentionnent aussi des aspects biologiques. Absolument. Et c'est crucial de comprendre cette interaction. Côté biologie, on parle de facteurs neurobiologiques. La sérotonine, un neurotransmetteur dans le cerveau, semble vraiment central dans la régulation de l'éjaculation. La sérotonine, comment ça ? Une activité un peu trop faible de ce système sérotoninergique pourrait être une des causes. C'est d'ailleurs pour ça que certains médicaments qui agissent sur la sérotonine sont efficaces. D'accord, je vois. Et puis il y a d'autres pistes, des déséquilibres hormonaux, par exemple une hyperthyroïdie, des soucis urologiques aussi, comme une prostatite, une hypersensibilité du pénis est parfois évoquée. Et il y a aussi un lien possible avec la dysfonction érectile. Parfois l'un entraîne l'autre. C'est vraiment un enchevêtrement de facteurs donc, pas de cause unique et simple. Exactement. C'est une interaction complexe psychobiologique. Et on imagine bien que l'impact va au-delà du rapport sexuel lui-même. Ah oui, clairement. Les sources insistent là-dessus. Baisse de l'estime de soi, grosse frustration, parfois un évitement total de l'intimité. Ce qui doit pas mal tendre les relations de couple. Forcément. Mais, et c'est le message important, il y a des solutions. Ce n'est pas une fatalité. Alors parlons-en. Quelles sont ces solutions d'après les documents ? Côté médical, d'abord. Oui. Alors, il existe des médicaments oraux. Le plus connu, spécifiquement pour ça, c'est la dapoxétine, sous le nom de Predigy. C'est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, mais à action rapide. D'autres médicaments de la même famille sont parfois utilisés, mais c'est ce qu'on appelle hors AMM. Hors autorisation de mise sur le marché pour cette indication précise. Et à part les médicaments à avaler ? Il y a aussi des traitements locaux. Des anesthésiques sous forme de spray, comme le Fortassin, ou de crème. L'idée est de réduire un peu la sensibilité du gland pour retarder l'éjaculation. D'accord. Et au-delà du médical, parce que si c'est aussi psychologique ? Exactement. Les approches comportementales et psychologiques sont fondamentales. Souvent en complément d'ailleurs. Il y a des techniques assez connues comme le stop-start, on arrête la stimulation quand on sent que ça monte trop, ou le squeeze, où on presse le bout du pénis. Ça aide à mieux reconnaître les sensations et à gérer l'excitation. Apprendre à contrôler en somme. C'est l'idée. Il y a aussi les exercices de Kegel pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Ça peut aider au contrôle éjaculatoire. Ah oui, les Kegel, on en entend parler aussi pour d'autres choses. Tout à fait. Et puis bien sûr la psychothérapie, surtout les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Elles sont très efficaces pour travailler sur l'anxiété, les pensées négatives, les schémas comportementaux. Et j'imagine que l'hygiène de vie globale joue aussi. Bien sûr. Gérer son stress, relaxation,
Respiration, faire de l'exercice, limiter l'alcool, le tabac. Tout ça peut contribuer. Et un point qui ressort vraiment fort dans les sources, la communication dans le couple. En parler ouvertement, sans jugement, avec son ou sa partenaire, c'est crucial. Essentiel, oui. Alors, si on devait synthétiser ce qu'on a appris aujourd'hui grâce à ce deep dive, l'éjaculation prématurée, c'est donc un trouble fréquent, complexe, avec des racines à la fois psy et bio. C'est ça. Mais ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent et souvent c'est la combinaison de plusieurs approches qui marche le mieux. Le message clé qui ressort, c'est vraiment oser en parler, dédramatiser et consulter un professionnel. Médecins généralistes, urologues, sexologues, ils sont là pour aider. Absolument. Sortir du silence, c'est la première étape. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion. On a vu avec la pseudo-épée à quel point les attentes sociales, la pression de la performance peuvent créer de la détresse, même sans critères médicaux stricts. Oui, c'était frappant. Ça pose une question intéressante, je trouve. Dans quelle mesure est-ce qu'une évolution de notre discours culturel sur la sexualité, moins centré sur la durée pure et plus sur le plaisir partagé, la connexion, l'intimité globale, pourrait influencer non seulement comment on perçoit ce trouble, mais peut-être même comment on le vit subjectivement? Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.